Merci d'être là pour écouter quelques phrases sur Vladimir Jankélévitch. Alors d'abord, je voudrais justifier le choix de Jankélévitch. Tout simplement, Jankélévitch a été mon maître, donc je l'ai eu comme professeur, mais pas seulement comme professeur. Il a été plus que ça pour moi. C'était il y a très longtemps, personne d'entre vous n'était né, je crois, et Jankélévitch enseignait à la Sorbonne, et moi j'étais étudiant évidemment à la Sorbonne, mais c'était des années assez fougueuses, si je puis dire, des années de feu, puisque c'était autour des années 68, quoi. Et moi j'étais pris dans des pensées qui peuvent se résumer par le nom de Gramsci, par exemple, qui est un philosophe marxiste. Et nous, en tant qu'étudiants, nous pensions faire la révolution, quoi. D'ailleurs, cette idée ne m'a pas quitté quand même depuis. Mais on le fait par d'autres moyens qui sont plutôt ceux de la culture. Et Jankélévitch enseignait, et je dois dire qu'il nous semblait un martien. Il nous semblait un martien parce qu'il parlait de choses qui nous étaient non même pas étranges, mais tellement éloignées, puisque nous pensions comment faire la révolution, comment établir plus de justice. Et lui, il parlait du charme, de la caresse, de la tendresse. Alors on se dit, mais il est fou, il est dans un autre monde. Mais pourtant, sa parole avait quelque chose, je crois, de magique. Et puisque moi je l'ai connu, je peux me permettre de vous le décrire. Vous voyez, Jankélévitch était assez petit et ce qui le caractérisait, c'était la mèche de cheveux qu'il avait comme ça et qui lui tombait sur les yeux. Si bien que les cours, il faisait toujours ça, quoi. Il enlevait toujours sa mèche. Et il avait une façon de parler tout à fait extraordinaire, puisque, et ça me l'a appris, puisqu'après, pendant mes 30 années d'enseignement, j'ai toujours fait ça. Il commençait à parler tout doucement. Ce qui fait que dans l'amphi, personne n'entendait ce qu'il disait. Mais le fait qu'il murmure, qu'il balbutie simplement quelques mots, faisait que tout le monde se taisait immédiatement. Et après, il avait une sorte de... Il allait en extase, quoi. Il commençait à parler. Il avait des notes, mais les notes, c'était, vous voyez, la moitié d'un paquet de cigarettes, plié en deux, écrit avec une encre bleue que j'ai toujours dans ses lettres. Et il faisait semblant de lire. Je me demande ce qu'il avait pu écrire, effectivement, dans ces petits papiers. Après, il s'enflammait. Il commençait à parler. Il improvisait. Il improvisait, mais des fois, il partait dans des tirades en grec pendant 10 minutes. Si bien que nous, on était là, on le regardait un peu ébahi et effaré. Et donc, il m'a, comme on l'a dit à propos d'autres choses, et la comparaison est trop vaniteuse, il m'a sorti de mon sommeil dogmatique, disons. Et je suis devenu son étudiant, donc j'ai commencé ma thèse avec lui, sur un sujet qui paraît aussi martien que lui-même, c'était la pauvreté choisie chez les cyniques grecs et Saint François d'Assise. Et donc je l'ai fait avec lui, sauf qu'il est mort, cet idiot. Et au moment même où on devait soutenir la thèse, moi j'ai voulu la faire avec personne d'autre, et donc elle est restée comme ça, je ne l'ai même pas publiée, elle est restée comme ça. Et depuis, j'ai le verbe jankélévitchien qui est en moi, donc au début de ma carrière de prof, je parlais comme lui, je crois, je l'imitais, et il m'a véritablement sorti de certaines ornières. Et j'ai aussi une aventure avec cet homme qui était assez complexe, puisque il n'était pas très connu, Jankélévitch, contrairement à ce que vous pourriez y croire, et que pendant longtemps, dans l'université, il était mis un peu de côté. C'était l'époque des ismes, et Jankélévitch, ce n'était pas un isme. Du coup, les références de Jankélévitch, c'était Plotin, c'était Gracian, Balthazar Gracian, c'était Saint François de Sales, Zimmel, Tchekhov, Pascal, Fénelon et Bergson, évidemment, puisque son premier texte publié est un texte sur Bergson, qui est un texte absolument magnifique, dont j'ai appris très tard qu'en réalité, Deleuze l'avait beaucoup travaillé, le travaillera beaucoup, parce qu'il y avait une première vraiment vision de Bergson qui était tout à fait novatrice. Et lorsque Jankélévitch, effectivement, a eu cette histoire, on l'a un peu mis de côté parce qu'il n'était pas heideggérien, parce qu'il n'était pas marxiste, parce qu'il n'était pas structuraliste, parce qu'il était iste de rien du tout. Et que sa philosophie, du coup, on l'a un petit peu éliminée parce qu'on pensait que c'était une philosophie un petit peu trop
j'allais dire presque sentimentale ou affectueuse, littéraire, très littéraire. Et il a beaucoup souffert de ça. Il a beaucoup souffert de cette élimination disons, de la classe professorale, mais il avait des alliés, c'était des étudiants qui ne se trompaient pas sur la valeur de Jankélévitch. Et c'est par des petites anecdotes, pardon de vous dire ça, mais c'est pour situer un peu le personnage. C'est qu'à un moment, j'ai eu un ami qui est allé travailler au Seuil et qui m'a demandé, t'as pas des philosophes que je pourrais publier? Ce serait bien. Je lui ai dit, écoute, me prends Jankélévitch, puisque ses livres sont dans des tiroirs ou dans des caisses au PUF. Et il a fait une proposition au PUF pour acheter le je ne sais quoi et le presque rien, pour 800 francs, les droits. Et le Seuil en a vendu 80 000, évidemment. Et je peux vous dire que l'éditeur des PUF, il s'est fait virer parce qu'il a quand même cédé les droits de Jankélévitch. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, il m'a dédié le je ne sais quoi, qui était le plus beau cadeau que j'ai reçu, je crois, de ma vie. Alors, comment situer Jankélévitch? C'est vrai qu'il a eu un cheminement un peu solitaire, et ce qui l'a marqué, surtout, c'est la résistance. Il a eu une période extrêmement douloureuse, puisqu'il a dû partir à Toulouse, en quittant son appartement, un quai aux Fleurs, qui était un appartement, on ne peut pas dire rempli de livres, c'était une bibliothèque, il y avait le piano, puis les livres. Et quand il est revenu, qu'il a pu rentrer pour enseigner, la police collaborationniste avait vidé son appartement, c'est-à-dire qu'il a perdu un peu toute sa mémoire, et notamment les originaux des traductions de son père, Samuel Jankélévitch, qui est le traducteur de Freud, il a aussi traduit Hegel, je crois. Et à partir de ce moment-là, quand il est rentré, il a oublié la langue allemande, quoi. Alors qu'il parlait allemand et russe, effectivement, chez lui. Et ça nous frappait beaucoup. Et lorsqu'il a eu cette petite gloire avec le je ne sais quoi et le presque rien, qui ensuite va se poursuivre, il a été invité par Bernard Pivot à l'époque sur Apostrophe, et il a dit une chose, et moi je me souviens que mes étudiants étaient ébahis, mais c'est qui ce type, il est fou, parce qu'il a dit qu'il ne parlerait plus jamais à un Allemand. C'est une phrase un peu dure quand même, parce que les gens, ah oui, mais enfin les Allemands qui ont 20 ans aujourd'hui, c'est un peu complexe. Et on a eu du mal à comprendre effectivement ces raisons. Et moi, il me l'a confié dans une interview qu'après j'avais publiée dans Libération au moment de sa mort. Il ne s'en glorifiait pas. Il disait, c'est ma misère. C'est non seulement ma misère, mais c'est ce qui met en échec toute ma philosophie. Ma philosophie est une philosophie de l'amour, est une philosophie du pardon. Or, le pardon n'est pas un vrai pardon s'il ne va pas jusqu'au bout, c'est-à-dire s'il ne pardonne pas l'impardonnable. Et il me regardait, il me disait, mais j'y arrive pas. D'abord, il faudrait qu'il me demande pardon. Et c'est arrivé, puisqu'un jeune Allemand qui avait appris cette histoire est allé le voir. Il a sonné chez lui. Et Jankélévitch a écrit un texte, oui, j'en ai encore les frissons, en disant, je lui ai ouvert ma porte. Et à ce moment-là, effectivement, il a enclenché le mouvement du pardon. Et les gens n'ont pas très bien compris, mais certains l'ont compris, je veux dire, notamment Derrida, qui a beaucoup travaillé les textes de Jankélévitch sur le pardon et l'impardonnable. Et c'est pour ça que mais ça fait une grosse polémique au moment de sa mort quand il a dit ça, puisqu'il accusait aussi certains de ne pas avoir fait du tout la résistance, et notamment Sartre, qui effectivement n'a pas, et Simone de Beauvoir, qui n'ont pas très très bien compris ce qu'était la résistance. Je crois que Sartre et Simone de Beauvoir ont transporté des tracts de la Sorbonne à l'ENS. Ça fait à peu près 800 mètres, donc on demande à personne d'être un héros. Mais lorsque Jankélévitch dit qu'ils n'ont pas compris la résistance, ça a fait un grand scandale, parce que Merleau-Ponty non plus, qui avait dit à Jankélévitch, je préfère faire ma thèse. Et lorsqu'on a publié ça, moi j'ai enlevé tous les noms des vivants, comme il me l'avait demandé, et notamment de celui qui a levé la main pour prendre sa place lorsque Jankélévitch a été obligé de quitter l'enseignement parce que juif, et qui était vivant. Et donc j'ai enlevé son nom, mais moi je le connais, mais je ne l'ai pas diffusé. Donc Jankélévitch a beaucoup souffert de ça. Et ce n'était pas dans sa nature, parce qu'effectivement, lui, la philosophie qu'il préconise est une philosophie cristalline, très douce, une philosophie de la nuance, il disait, on ne philosophe pas avec des gants de boxe, ni avec des grands sabots.
Et c'est peut-être ça qu'on ne comprenait pas à l'époque, c'est ce travail de cisèlement qui peut isoler et circuler dans les méandres de l'âme pour effectivement définir une notion, un sentiment, un concept, etc. Et les grandes réflexions de Jankélévitch, qui a été donc éliminé un peu de l'histoire de la philosophie pendant longtemps, puis ensuite il a pris sa revanche, c'est que sa philosophie est inclassable, on ne peut pas la mettre quelque part. C'est une philosophie qui a une logique absolue, et peu de monde, je crois, lit aujourd'hui l'ensemble de l'œuvre de Jankélévitch, en commençant par la philosophie première, qui est la fondation, disons, ontologique de ce qu'il va écrire par la suite, et jusqu'au traité des vertus, qui est souvent picoré, mais qui n'est pas lu dans son entité. Alors, il est fou de parler d'une actualité de Jankélévitch, il n'y a pas d'actualité de Jankélévitch, parce qu'une philosophie n'a pas de date de péremption, ni d'actualité. Mais aujourd'hui, je crois qu'on peut se servir davantage de cette... Lui, il citait Balthazar Gracian et il utilisait un concept de Gracian qui est celui de agudeza. L'agudeza, ça pourrait se traduire par l'acuité, la finesse de l'analyse, la finesse de l'esprit. Et effectivement, on ne marche pas là-dedans comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Donc c'est très difficile. Moi, comme je suis fanatique, alors que j'aurais pas dû l'être, étant donné que je suis jankélévitchien, je pense que beaucoup de gens qui écrivent aujourd'hui sur la confiance, sur l'amour, s'ils avaient lu le traité des vertus, ils n'écriraient pas ça vraiment. J'ai eu le malheur de le dire à Badiou une fois, et quand il a écrit son livre sur l'amour, Nicolas était présent, il n'avait pas beaucoup aimé que je lui dise si tu avais lu le traité des vertus, peut-être tu aurais établi davantage effectivement de nuances. Alors, Jankélévitch, ça ne se réduit pas à des slogans. Il faut le lire parce que Jankélévitch, c'est d'abord une écriture absolument magnifique, qui s'explique peut-être par le fait que Jankélévitch est à la fois philosophe et musicologue, et musicien. Et que l'œuvre, lui, il assimilait les deux œuvres. Ses travaux sur Debussy ou sur Ravel, il considérait que c'était son œuvre aussi philosophique. Et ça explique que la nature fuyante de sa philosophie, c'est-à-dire ce qui vous expliquera la notion de presque rien, de je ne sais quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas des substances qu'on peut incarner. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de courage. Et la vertu, on la saisit que lorsqu'elle nous échappe, comme la musique dont on entend le retentissement effectivement tout de suite après, parce que tout est en demi-teinte, en teinte fugace, parfois tout à fait imperceptible. En ce sens, la morale de Jankélévitch, elle pulvérise toute morale édifiante. On ne dit pas, voilà, le bien c'est ça, le mal c'est ça. Il n'y a pas de bien. En revanche, il y a la bienfaisance. C'est-à-dire que le bien advient au moment où on le fait. Et c'est ça qui est fait comme le courage. Il n'y a pas des gens qui sont courageux comme on est blond, grand ou petit. C'est au moment, effectivement, où la volonté arrive à vaincre la peur. C'est pour ça que le courage n'est jamais le courage du téméraire, le courage du matador ou du matamor, plus exactement, qui, étant se croyant courageux, peut entreprendre des actions courageuses. Le courage advient au moment où on le fait, c'est-à-dire au moment où on a peur. Et il citait toujours l'exemple en classe en disant, si un enfant se noie, et si le maître nageur de la piscine plonge, il est moins courageux, si je puis dire, que celui qui ne sait pas nager, qui a peur, qui tremble et qui plonge néanmoins. Et c'est au moment où il plonge qu'il est courageux. Sauf qu'on pourrait se dire, donc il est courageux, ça roule. Sauf que Jankélévitch dit, mais le bien, ça ne s'accumule pas. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que j'ai fait une fois le bien que je suis bien. Le bien est quelque chose qui est à faire. Et ça aussi, c'est quand même insupportable. Parce que le pendant est assez difficile à saisir. Le mal, il suffit de l'avoir fait une fois pour l'avoir fait toujours. Et le remords est la preuve que le mal a été fait. Mais il n'y a pas de preuve du bien. C'est-à-dire que le bien, il doit être fait et refait encore, de façon absolument infinie. Et c'est pour ça que sa philosophie est à la fois très gentille vue de l'extérieur, mais extrêmement exigeante. Parce que la vertu n'a comme vertu que celle de nous fuir, de nous échapper. Et donc nous sommes,
la morale ou la loi morale n'existe presque pas. Et donc on a une certaine tendance à éliminer le presque pour dire qu'elle n'existe pas, ou pour dire le contraire qu'elle existe. La morale est toujours fuyante. Par conséquent, nous devons avoir ce poids sur nous que rien n'est jamais fait en bien pour toujours. Que c'est toujours à moi de le refaire et pas à quelqu'un d'autre. C'est à toi et tout de suite ou jamais. Tout de suite ou jamais, ça veut dire aussi qu'il faut saisir l'occasion. Là, on n'a pas le temps, sinon on parlerait aussi du temps et de l'occasion, du kairos. Et l'occasion, ça se résume de manière un peu pour ceux qui veulent des slogans, mais il n'y en a pas chez Jean Kellich, mais quand il le disait, ça avait un sens. Il disait « Ne ratez pas votre matinée de printemps ». Et ne ratez pas votre matinée de printemps, ça signifie ne ratez pas l'occasion. Mais l'occasion, ce n'est pas une opportunité. L'occasion, c'est la capacité qu'a la volonté de saisir ce qui est en train d'échapper. C'est-à-dire d'adapter le clin d'œil au clignotement. Oui, c'est ça. Et ce n'est pas un acte, disons, instantané. C'est quelque chose de très, très plein. Il prenait l'exemple toujours du pêcheur. Moi, quand il prenait l'exemple du pêcheur, ça me faisait rire, parce que je ne comprends rien de ce que c'est la pêche. Mais il disait, imaginez un pêcheur avec des grosses bottes, qui est dans l'eau avec sa canne, dans une rivière. Ben, il va saisir l'occasion. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est totalement en osmose avec le monde environnant. Il met la main dans l'eau, il sait, d'après la huilosité, je ne sais pas si ça se dit, le gras de l'eau, la manière dont la lumière est tissée par les feuilles qui arrivent sur l'eau, le mouvement, le vent. Il sait que c'est juste à ce moment-là qu'il faut effectivement saisir ce kairos. Et le bonheur ne s'accumule pas non plus. Ce n'est pas une fois que j'ai saisi le kairos qui a rendu un instant mon existence heureuse que je puis me dire heureux. C'est toujours une sorte de conquête. Là, il n'y a pas chez Jean Kelevich donc de valeur qui préexiste à l'action de l'homme. Il n'y a pas de bien substantiel qui bonifierait, ou de mal d'ailleurs, qui infecterait secondairement la volonté innocente qui le cherche. Le bien, c'est un adverbe du verbe vouloir, ou un adjectif qualificatif de la volonté, comme il disait. Il disait un adverbe du verbe vouloir, il est une affaire du sujet, un à faire, c'est à moi de le faire, ou tout de suite, ou jamais. Donc, quels sont les deux ennemis? C'est la frivolité, qui fait semblant de faire, et c'est l'activisme, qui fait pour faire. Et entre les deux, il y a l'innocence, le bien qui n'est jamais fait et qui, en dépit de toutes les raisons, parfois tout à fait raisonnables, que donne la raison de ne pas le faire, je fais quand même. Et pour vouloir, disait-il, et c'est une phrase que je vous donne à méditer, pour vouloir, il faut vouloir. C'est une vraie décision. Pour vouloir, il faut vouloir. Et que la raison, très souvent, elle nous déconseille de vouloir. Oui, la raison va dire à celui qui saute dans la piscine, mais attends, mais t'es fou, tu ne sais pas nager, l'eau elle est froide, tu vas te noyer aussi. Et donc, malgré toutes les raisons que nous donne la raison de ne pas faire quelque chose, eh bien, nous la faisons quand même. Nous la faisons quand même, mais il n'y a pas de bonification, effectivement, de ce geste. Alors, comment peut-on saisir la volonté en train de vouloir, sans tomber dans une analyse notionnelle qui, elle, ne va capter que ce qui est avant ou ce qui est après l'acte? Comment traquer, donc, ce qu'il appelait les je ne sais quoi, ces rapidissimes successions d'intentions, parfois d'intentions contradictoires, de choix, d'inclinations, de rétractations, d'infimes oscillations, effectivement, de la volonté, avant que la volonté ne tranche et qu'elle devienne, effectivement, l'action courageuse. Saisir l'insaisissable, voilà ce qu'a voulu faire Jean Kelevich, qui peut paraître une opération, effectivement, désespérée d'avance. Ajuster le clin d'œil au clignotement, comme je vous l'ai dit, capter, il avait un mot très joli, capter l'apparition disparaissante. Il y a quelque chose qui apparaît et qui aussitôt disparaît. C'est peut-être aussi, je vois Alain qui est devant moi, c'est peut-être aussi une des tâches du cinéma parfois, que de saisir cette apparition disparaissante sans que ça soit figé, effectivement, en un plan, mais quelque chose qui nous ferait deviner le plan précédent puis le plan qui va suivre. C'est ce geste-là, effectivement, qui intéressait Jean Kelevich. Donc, c'est un philosophe du charme,
quand je dis philosophe du charme, il faut que vous l'entendiez. Oui, c'est pas un philosophe charmeur. Le charmeur, il n'a aucun charme, précisément parce qu'il croit le posséder. Alors que le charme, il advient sans que rien ne l'ait prévu. C'est quelque chose qui échappe. Et chacun de nous sait bien que le charme, parfois, c'est une esquisse de sourire, c'est un geste, c'est une couleur qui tout d'un coup apparaît sur le visage et qui ne se fiche jamais, de façon à ne jamais transformer quelqu'un de charmant en quelqu'un de charmeur, c'est-à-dire qui fait profession de charmer. C'est pour ça que c'est une improvisation, une musique, la philosophie de Jankélévitch, et ça condamne toujours à remettre sur le métier le problème, qui est à la fois le problème du temps et à cet égard certaines pages de la mort ou de l'irréversible et de la nostalgie sont, parfois ça donne le tournis, tellement il y a de volonté d'aller au plus près de ce qui est en train de partir. Pour venir à l'amour maintenant, pour Jankélévitch, l'amour c'est la morale même. La morale même comme la morale est la philosophie elle-même, ou plutôt son premier problème, disait-il. Jankélévitch parle d'un cogito moral, qui voit la conscience tout immergée dans la moralité, au sens où il n'est pas de pensée consciente qui ne soit, toute l'opération logique et l'opération axiologique se mêlent chez lui, qui ne soit donc en même temps l'expression d'une préférabilité et donc d'un choix moral. Nul ne peut échapper au choix, disait-il, et c'est pour ça que ceux qui n'ont pas résisté, disait-il, ils ont choisi de ne pas le faire. Ce n'est pas les circonstances qui peuvent effectivement l'expliquer. Et donc, la morale, on peut dire que le terme lorsqu'il y a une alternative, on dirait qu'on pourrait choisir la meilleure des alternatives. Mais si on peut choisir le meilleur, c'est que ce n'est pas une vraie alternative. Lorsqu'il y a une alternative, c'est que les raisons de choisir l'une des cornes et les raisons de choisir l'autre se neutralisent. Et ce qui est le problème du mal, disait-il, la naissance en tout cas des problèmes du mal, c'est qu'il existe des absolus pluriels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des valeurs qui sont supérieures et qui immédiatement m'attirent et permettent que je les choisisse. Il y a des absolus pluriels, c'est-à-dire les deux voudraient, ce qui fait que choisir, trancher dans le vif effectivement de l'événement, c'est un acte vraiment de volonté qui ne peut pas être expliqué par des raisons extérieures. Nul, disait-il, n'échappe à la morale. La morale, c'est le nœud du traité des vertus, elle disparaît tout le temps. La morale, c'est aussi la vertu du commencement, ce que vous pouvez comprendre au niveau du courage, oui, c'est-à-dire c'est à moi de commencer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut le faire à ma place. Et chercher le printemps, ne ratez pas le printemps, effectivement, cette matinée de printemps, c'est aussi quelque chose de premier. Lorsque cette inauguration, c'est quelque chose aussi d'insupportable. Et là, j'ai toujours regretté, par exemple, que Jankélévitch et Lévinas ne se fréquentent pas davantage. J'ai toujours rêvé qu'ils écrivent quelque chose ensemble. Parce que Jankélévitch, le premier mot d'ordre de la morale, qui sera aussi celui de l'amour, c'est l'affirmation inconditionnelle de la préférabilité d'autrui. Et c'est, à mon avis, ce qu'il y a de plus difficile à entendre dans la pensée de Jankélévitch, cette affirmation sans condition de la préférabilité d'autrui. Il s'ensuit que pour être totalement moral, il faudrait ne pas être, c'est-à-dire pouvoir à l'infini renoncer à son plaisir propre, disait-il, à son intérêt propre, à son amour propre. Et c'est ça le premier paradoxe de la morale, que Jankélévitch explore à la limite, effectivement, du disciple et qui exige, pour être qu'un être, je vais essayer de dire ça bien, que le bien soit fait, qu'un moi fasse, advenir le bien, qui ne soit pas un bien pour moi, mais un bien pour autrui. Or, évidemment, il y a un poids pour faire ça. Et il le dit lui-même, c'est l'intérêt propre, l'amour propre, c'est-à-dire le poids qui me leste et qui m'attache au sol et qui m'empêche d'aller effectivement vers autrui et d'affirmer cette préférabilité d'autrui. Donc comment faire? Si la morale, elle va être d'abord refus. Et les refus des fausses morales, celles qui font de nécessité vertu, qui comptent les bonnes actions, disait-il, comme les apothicaires font les comptes. Elle est le refus des moralismes, qui posent aussi des valeurs toutes faites.
et qui pourrissent sur place. Et puis la morale, c'est cette exigence, effectivement, d'affirmer la préférabilité d'autrui. Et c'est là qu'on le retrouve dans l'amour, puisque l'amour est la morale elle-même. Je vous conseille vraiment de lire les pages du traité des vertus sur l'amour, parce que je crois que personne n'a été aussi loin dans la description, effectivement, de l'amour, mais aussi la description, par exemple, de la confiance ou du courage. C'est-à-dire, l'idée de Jankélévitch, c'est d'étudier l'imperceptible passage qui, tout d'un coup, infecte quelque chose ou le transforme. Par exemple, à quel moment la confiance que j'ai pour quelqu'un, à quel geste, quel clin d'œil, quel mouvement fait que tout d'un coup, ça se transforme en défiance? Par quel mouvement? Comment on passe de la confiance à la méfiance? Est-ce qu'il existe une confiance pure et inébranlable, comme on pourrait le dire? Dans ce cas-là, je fais confiance. Mais non, puisque c'est moi qui dois poser, effectivement, c'est à moi de le faire, et c'est moi qui dois poser la morale. L'homme qui serait courageux, téméraire, aimant, confiant, ça veut dire que c'est l'homme qui se regarderait lui-même, qui s'applaudirait lui-même, alors que c'est cette... Là, ce serait une perversion, effectivement, de l'innocence, parce que le moi se prend lui-même comme objet d'amour, si vous voulez. Si bien que l'ennemi, dans la philosophie de l'amour de Jankélévitch, c'est un terme qu'il utilise, qui est fait à partir du grec, qui est le terme de philotie. La philotie, vous voyez, il y a philein et autos, ça veut dire s'aimer soi-même. Et ça paraît naturel de s'aimer soi-même. Au fond, c'est pour ma propre santé que je me soigne. C'est pour mon propre bien-être, je ne sais pas, que je fais de la gym ou que je m'entraîne. C'est pour mon propre plaisir que je fais de la musique ou que je lis des magazines ou que j'assiste à un match de foot. Par contre, il n'est pas facile de renoncer à s'aimer soi-même. Mais si on s'aime soi-même, on peut aimer personne. Et d'où les deux termes de la difficulté qu'a cité Jankélévitch. Si on s'aime trop soi-même, on n'aime personne. Et de l'autre côté, c'est de lutter contre cette vision qu'il disait souvent stupide de la fusion amoureuse. C'est-à-dire, j'aime tellement l'autre que je suis totalement dans l'autre. Il disait, mais si je suis totalement dans l'autre, il n'y a plus de sujet qui aime. Et si je suis totalement en moi, il n'y a plus d'objet à aimer. Donc, comment faire pour aller de l'un à l'autre? Il avait cette formule que je trouve, moi, extraordinaire, faire tenir le minimum d'être dans le maximum d'amour. Parce que si on renonce complètement à soi, si on se vide de façon sacrificielle, on ne peut plus être un sujet aimant. Et si on fond dans l'autre, il n'y a plus de sujet qui aime. Donc comment faire pour aller effectivement de l'un à l'autre? C'est ça le paradoxe. Pour que l'amour apparaisse, il faut que disparaisse l'être de l'ego. Mais s'il disparaît complètement, il n'y a plus de sujet aimé. Donc, on peut le comprendre assez vite si on dit, quand on affirme la préférabilité de l'autre, je ne sais pas, une mère qui a un enfant dans ses bras et où il y a un danger, je ne sais pas, quelque chose qui tremble, un accident, il est naturel qu'un père et une mère sauvent d'abord l'enfant. Je veux dire qu'il ne se dit pas, d'abord je me sauve, puis après quand je serai bien tranquille, j'irai effectivement sauver cet enfant. Et donc il ne peut pas on ne peut pas accepter l'idée qu'il existe un amour qui soit déjà en moi, qui me possède, etc. L'amour aussi est une bataille continuelle. Il nous a fait un cours un jour sur la phénoménologie de la scène de ménage. C'est-à-dire cet amour qui consiste à... Non mais laisse Alice, ça fait rien, on va parler plus fort. La phénoménologie de la scène de ménage, parce que c'était une manière pour lui de dire, même en amour, c'est jamais acquis, ni par rapport au temps, ni par rapport effectivement à la morale. C'est-à-dire qu'il m'appartient d'aimer toujours davantage. L'amour, mais Platon disait à ça aussi quand il décrivait effectivement Eros, l'amour c'est aimer, E-R, c'est pas être aimé. Il disait d'ailleurs avec un humour assez... n'importe quel imbécile peut être aimé. Il suffit qu'il se pouponne, qu'il se rouge à lèvrise, qu'il se maquille, et il va être beau, et il dit aimez-moi. C'est à la portée de tous. La difficulté, c'est d'aimer
c'est-à-dire de s'arracher à ce poids qui est le poids de l'ego pour aller effectivement vers autrui. Mais ce n'est pas acquis, parce que précisément l'autre il m'échappe, l'autre il m'énerve, l'autre il me contrarie. Du coup, la scène de ménage qu'il prenait de façon métaphorique, c'est une manière de relancer la dynamique amoureuse. L'amour ne s'explique pas par les qualités que l'autre a. J'aime pas quelqu'un parce qu'il est beau, ou parce qu'il est intelligent, ou parce qu'il a lu tout Heidegger. Dans ce cas-là, moi, peut-être que je ne l'aimerais pas du tout. C'est pas sûr que je puisse l'aimer. Parce que, disait-il, imaginez qu'un accident balafre son visage. Je ne vais pas lui dire, oh ben écoute, maintenant, moi je t'aime plus, t'es moche et tout ça, donc c'est pas possible. Et vous pouvez prendre n'importe quelle autre qualité. Par conséquent, l'amour ne peut porter que sur l'être. Mais je ne peux pas le posséder, l'être. Donc je dois faire un aller et retour. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement d'oblativité qui me porte vers l'autre, et il y a un reflux de la philotie qui me ramène vers moi. Donc comment faire pour que... il faut que je considère que je dois l'aimer davantage. Tu ne m'aimes pas, toi, c'est moi qui t'aime. Parce que l'aimer, l'amour, c'est aimer. Et l'autre, il va me dire, mais non, c'est pas toi qui m'aimes, c'est moi qui t'aime beaucoup plus. Et lui, il appelait ça la surenchère amoureuse. Si bien que d'une certaine manière, si on l'entend, mais après peut-être qu'on peut en discuter entre nous, c'est que l'amour, il n'a pas de fin. Entendez-moi bien, ça ne veut pas dire, voilà, j'aime cette personne et maintenant je t'aime éternellement. C'est-à-dire que l'amour n'a pas de fin s'il est amour, parce qu'il ne peut pas être arrêté par le temps. Essayez, avec les femmes ou les hommes que vous aimez, de leur dire, écoute, je t'aimerai une semaine. Bon, ça déjà, c'est pas bien, mais continuez. Vous pouvez dire, je t'aimerai 15 ans, 20 ans, 50 ans, 70 ans. Mais même si vous dites à quelqu'un, je t'aimerai 70 ans, il va dire, comment ça? Et à mon anniversaire de la 72e année, tu ne vas plus m'aimer. Donc l'amour ne peut pas se concevoir comme finissant. Par conséquent, et là je vous soumets à votre réflexion, si ça finit, c'est que ce n'était pas de l'amour. C'est-à-dire que l'amour, il est toujours devant moi. Il ne peut pas être derrière moi, puisque j'en suis le sujet agissant. Même s'il me reste 3 minutes de vie, j'en ai encore 2 pour aimer encore. Et par conséquent, l'amour ne peut pas finir. Mais ce n'est pas une vision comme ça romantique, elle est très douloureuse au contraire. Parce que elle est une inquiétude. Mon inquiétude, c'est d'aimer davantage. Et c'est la seule logique de l'amour. Vous dites à quelqu'un, maintenant je t'aime assez. C'est pas possible de dire à quelqu'un, je t'aime assez. C'est pas possible de lui dire, je t'aime parce que tu as ceci ou cela. Je t'aime parce que tu fais ceci. Je t'aime parce que ça va durer une semaine. Rien ne vaut. Il n'y a aucune circonstance qui est attribuable à l'amour. On n'aime pas quelqu'un pour un certain temps, à certaines conditions, à certains égards, sous certains angles. On l'aime absolument. Et on l'aime parce que c'est lui. Parce que ce qu'il est vaut plus que ce que je suis. Et cet amour-là n'a pas de fin. Donc tout ce qui finit, moi je me rappelle qu'en classe, ça faisait des débats, les élèves se levaient, mais enfin quand même, moi je l'aimais beaucoup, maintenant on s'est quitté, mais c'était de l'amour et tout ça. Mais non, mais ça ne veut pas dire que c'est triste, c'est pas triste, ça veut dire que l'amour il n'est jamais derrière. Il n'y a pas de cimetière de l'amour. Il n'y a effectivement que des matins de printemps. L'amour il est toujours printanier, c'est-à-dire qu'il a toujours à recommencer, à commencer, à aimer davantage. Et c'est dans cette dialectique effectivement que se réalise, mais sans devenir une substance, la vertu amoureuse. Et je n'ai aucune médaille, je n'ai aucun mérite, il n'y a aucun mérite à aimer quelqu'un. Tout le monde mérite effectivement d'être aimé, mais je ne peux l'aimer que de façon absolue et infinie, et non pas sous certaines circonstances ou à certains égards. Donc c'est difficile, parce que on dira, mais oui, mais quand même, c'est moi qui vais soigner mon cœur quand ça me fait mal, c'est moi qui vais chez le kinési quand ça me fait mal. On voit bien qu'on est surtout préoccupé par soi-même, quoi. Mais Jean Kelevitch dénonçait ces tendances philotiques qu'il ne psychologisait jamais, c'est-à-dire qu'il ne parlait jamais de narcissisme, au sens où il y aurait quelque chose de l'ordre de la psychologie. Non, pour lui, c'était la philoté, un amour de soi, qui parfois est paradoxal, tellement visible qu'il est risible, mais parfois il est plus caché. Et c'est dans la discussion avec l'autre, dans la constante discussion contradictoire, dans la scène de ménage, parce que les amants, disait-il, ils se quittent pour se retrouver, quoi. Et ils se retrouvent pour se quitter.
parce que l'amour est toujours à recommencer. Et d'où son absence de fin, mais aussi une absence, comment dirais-je. Certains peuvent le prendre comme un désespoir, que de dire, mais alors j'ai toujours à aimer, mais aimer c'est pas lourd, aimer c'est pas quelque chose qui m'obère du poids de l'échec, c'est effectivement tenter de déjouer toutes les ruses qui voudraient que l'amour soit quelque chose de domesticable, qui soit attaché à une qualité. Et le fait d'aimer, c'est comme si en aimant les belles choses, je devenais beau moi-même. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est pas non plus un sacrifice. C'est quelque chose qu'il appelait l'innocence innocente. C'est-à-dire cette volonté d'aller effectivement vers l'autre. C'est pour ça que la philosophie de Jankélévitch, elle est parfois insupportable. Parce qu'on se dit, mais il est complètement fou, ça n'existe pas. Je m'aime trop moi-même pour aimer quelqu'un. Mais lui, il dit, mais regardez autour de vous, mais tout le monde s'aime. Donc, c'était une manière de dire, il y en a plein qui n'ont pas raté leur matinée de printemps. Et c'est pour ça que c'est une philosophie qui donne vraiment quelque chose de très vivant et qui insuffle un esprit. Là, évidemment, je ne fais que caricaturer, parce que je dis en quelques phrases ce qu'il a écrit dans des milliers de pages, mais qui sont toujours de l'ordre, effectivement, d'une saisie extraordinaire, parce que l'amour, il peut parfois avoir des formes. Oui, certains d'entre nous, ou certains, plutôt, je ne dis pas d'entre nous, certains dehors, au lieu d'aimer l'autre, ils aiment l'amour, par exemple. Ils aiment l'amour lui-même. C'est l'amour amoris de saint Augustin. Il y a beaucoup de gens qui aiment l'amour. Certains aiment le fait de parler de leur amour. Ils n'aiment pas l'autre, ils aiment le fait qu'ils puissent en parler. Ils aiment le langage amoureux. Certaines personnes, au lieu d'aimer l'autre, ils aiment effectivement un idéal de l'autre, une image qui se fait de l'autre. C'est très difficile d'aller au cœur de ce qu'est l'autre et de tenir à l'autre comme effectivement comme à la prunelle de ses yeux, et non pas comme à la prunelle des miens. Aujourd'hui, cette phrase, l'affirmation, la préférabilité d'autrui, elle paraît presque scandaleuse. À une époque où il y a effectivement, où est né beaucoup le culte de soi, le culte du corps, le narcissisme, le fait de se regarder si beau dans son miroir. Donc il est difficile, mais en même temps c'est la chose la plus simple du monde, c'est ça qu'il disait. C'est la chose la plus difficile, qui paraît la plus difficile, parce que tout autour de nous, du point de vue social, etc., fait que on s'aime plus soi-même, et en même temps c'est la chose la plus simple du monde. Tu n'as besoin de rien pour que je t'aime, tu n'as même pas besoin de faire des gestes, de me faire des sourires, je t'aime, point à la ligne. Et demain je t'aimerai plus, et après-demain encore plus. Et lui il va me dire, tu me racontes des bêtises, c'est moi qui t'aime davantage. Et demain je t'aimerai davantage. Et c'est cette surenchère qui rend effectivement infini l'amour chez Jankélévitch. Les analyses qu'il fait des fausses formes de l'amour sont absolument extraordinaires. C'est d'ailleurs soit l'amour du langage, soit l'amour de l'amour lui-même. Parce que vous avez remarqué, certains, ils aiment juste le fait de tomber amoureux. À la limite, peu importe l'autre, ce qu'ils aiment, c'est le fait de tomber amoureux. Parce que cette époque provoque en eux une certaine effervescence. Et donc la personne ne compte pas. Ça pourrait être Marie-Pierre ou Marie-Chantal ou n'importe qui, ou Hugues ou Pierre. Du moment que ça provoque en moi cette effervescence de l'énamourement. Malheureusement, ce mot, je crois qu'il n'existe pas en français, mais de l'innamoramento. Ça existait jadis, hein, l'énamourement. L'innamoramento, c'est-à-dire c'est ce moment qu'on aime tous, effectivement, où le cœur il bat, où on ne dort pas, on a envie de revoir, etc. Mais on oublie que c'est l'autre qu'il faut aimer, ce n'est pas l'amour lui-même. Alors d'autres s'aiment en train de parler simplement d'amour. Et l'amour, vous constatez qu'il fait parler. D'ailleurs, si nous enlevions, non seulement il fait parler, il fait écrire, il fait filmer, il fait peindre. Si nous enlevions toutes les œuvres d'art qui ont été suscitées par l'amour, il ne restera rien. Par conséquent, l'amour, il fait parler. Mais de là à dire que ce qu'il faut aimer, c'est le langage amoureux, en oubliant qu'on doit aimer l'autre et pas le langage, il y a effectivement une barrière qu'on ne doit pas franchir. Mais il est vrai que la figure de l'homme qui parle d'amour est assez fréquente, c'est-à-dire, voilà, ça me fait... Mais quelle est la parole de l'amour, disait-il?
Mais lui, il allait chercher, c'est Saint François de Sales, c'est la taciturnité qui est la parole de l'amour. C'est le fait, c'est le silence, c'est le murmure. Mais pourtant, vous constatez que parfois l'amour, il se dit par la vocifération, par le cri. Parfois, il se dit par le silence. Et c'est l'adéquation entre le sentiment et son expressivité murmurante qui est parfois une des causes du fait qu'on tombe amoureux du langage lui-même et non pas effectivement de l'autre. Et puis l'amour est aussi confondu parfois avec la vertu de l'amateurisme. C'est très difficile pour nous de nous empêcher de dire je t'aime parce que t'es comme ça, je t'aime parce que t'écris des belles poésies ou je t'aime parce que tu chantes bien. Or, l'amour ne supporte aucun parce que ça signifiait que si cette cause provoquant l'amour disparaissait, mon amour disparaîtrait. Donc l'amour qui est provoqué par des qualités adjectivales, ben, ce n'est pas un amour non plus. Et donc il faut de là toujours retrouver cet être qui est celui qui advient en m'échappant et derrière lequel effectivement je cours pendant que je l'aime. Les expressions aimer parce que, c'est la vertu de l'amateur. Il avait des phrases, il disait, oui, l'amateur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va au salon d'agriculture, et puis il soulève les dents des vaches, il regarde, voilà, elle a une bande de tission, elle a une bonne peau, elle a du bon lait, je choisis celle-là. Mais aimer, ce n'est pas trier. Aimer, ce n'est pas, aimer, c'est tout prendre, avec vertu, défaut, qualité, absence de qualité, et donc prendre toi, te prendre toi. Et c'est pour ça que c'est difficile à tenir, mais c'est la vertu, je crois, de la pensée de Jankélévitch, que de nous éveiller à cette possibilité de l'amour, qui ne s'adosse, contrairement peut-être à Lévinas, que Jankélévitch ne s'adosse à aucun dieu. Il a une pensée qui est une pensée, disons, laïque, entre guillemets, mais même s'il ne le disait jamais que c'était une pensée laïque, mais il fait très rarement appel, effectivement, à Dieu. L'amour, il n'est même pas soutenu par Dieu non plus, il est soutenu par personne. Il ne dépend que de ma volonté, que de t'aimer davantage. Voilà. Voilà, maintenant, si vous voulez, on peut discuter entre nous, parler. Merci. Et je profite, je saisis l'opportunité, le kairos, comme disait de cette prise de parole, comme disait Clément Rosset, le bon timing de cette prise de parole, pour formuler deux hypothèses, qui sont deux interrogations, en fait. Vous commencez votre intervention en disant il n'est pas l'Église, j'imagine, le marxisme, son effort, etc. Mais me revenait à l'esprit une citation de Bergson commentant son maître Rabesson, qui disait, célèbre citation, selon laquelle, je cite de mémoire, la métaphysique est une réflexion sur l'art, et l'art est une métaphysique figurée. Et il me semble que ça éclaire d'une certaine manière cette généalogie spirituelle de Rabesson, Bergson et Jankélévitch, un peu cette manière de faire une philosophie très littéraire, très artistique, philosophie je ne sais quoi, comme dirait Jean de la Croix, qui dit presque rien. Oui, c'est Jean de la Croix. C'est Jean de la Croix. Le nosoké, oui. Avec une petite théologie. Absolument. Et il me semble qu'on pourrait parler non pas d'un spiritualisme français, qui est une école qui a existé, mais peut-être d'un quasi-spiritualisme, pour garder cet esprit de nuance. C'est ma première interrogation. Et dans une confrontation avec Emmanuel Lévinas, il me semble qu'on pourrait parler aussi peut-être d'une poétique du retrait, parce que quand vous parlez de cette dialectique du don de soi et de l'égoïsme, de l'oblativité, de la philotie, est-ce qu'il n'y a pas précisément dans une forme d'affinité lective entre la pensée d'Emmanuel Lévinas et de Jankélévitch sur cette manière de se retirer de cette kénose, en quelque sorte, cette poétique, cette logique du retrait, par lequel on se vide de soi, on se dépouille dans presque rien qui permet l'ouverture à l'autre. Ben moi, je suis d'accord avec les deux. C'est-à-dire que spiritualisme, c'est vrai que le terme, je n'aime pas tellement, mais si vous disiez quasi-spiritualisme, ça va. En tout cas, Jankélévitch a toujours revendiqué l'héritage de Bergson. Je veux dire, il a toujours été fidèle à Bergson. La deuxième question, elle m'intéresse davantage, et j'aimerais même la travailler. Le rapport entre Jankélévitch et Lévinas. Ils ont en commun ça, c'est-à-dire ce retrait, vous voyez, dans l'archipel des passions que je viens de publier avec Charlotte Casiraghi, on a fait un gros truc sur l'arrogance, par exemple.
Oui, l'arrogance, c'est la personne qui s'impose, qui prend immédiatement un droit qui ne lui revient pas. Nous, en Italie, c'est le Milanais. C'est-à-dire celui qui passe devant tout le monde pour ne pas faire la queue quand il achète des glaces, quoi. Les gens ils font la queue, ben lui il est Milanais, alors il avance. C'est l'arrogance. L'arrogance du pouvoir, l'arrogance de l'argent, l'arrogance de la bêtise aussi. Cette arrogance est une manière qu'a l'être de se gonfler, de se barder, parfois de façon vaniteuse. Parce que contrairement à ce qu'on croit, le vaniteux, il n'est pas faible. Le vaniteux, étant donné qu'il est plein d'air, et il est vide, mais quand on est plein d'air, ça fait comme un pneu quand même. C'est-à-dire qu'on est dur quand même. Et que soit qu'il soit vaniteux ou arrogant, il veut effectivement s'arroger des droits. Et pour moi, c'est l'image aujourd'hui de tous nos maux, de tous nos malheurs. Si vous voulez, on parle même par rapport à la domination masculine par rapport à l'homme. Il y a cette manière de s'imposer à l'autre de façon arrogante. Et le mouvement de retrait que Lévinas disait d'une phrase, qui est une des phrases les plus belles qui est jamais dite, « Après vous, je vous en prie ». Ben, après vous, je vous en prie, d'abord, non seulement on ne le fait plus civilement, parce qu'on reçoit la porte immédiatement sur la figure, mais il y a ce geste, tu viens avant moi, quoi. C'est-à-dire le souci que j'ai de toi, il est primordial, il est premier. Mais cela exige un rapetissement de soi, un rapetissement total de soi. Viens, tu as la place parce que je te la fais, quoi. Vous voyez comment ça peut se traduire au niveau social? Moi, dans tout le débat, pardon si je déborde un peu, mais dans tout le débat sur les femmes, MeToo, balance ton porc, que je partage complètement partout. Mais il y a une réflexion, je crois, qui manque, c'est que comment faire pour que l'homme, il ne soit pas aussi arrogant? Comment il peut se dégonfler? C'est-à-dire comment on peut sortir de l'image de puissance que veut imposer l'homme? Oui, si vous dites, moi j'ai écrit des textes là-dessus que je vais publier, moi je voudrais bien qu'on reconnaisse la valeur de la fragilité, de celui qui ne sait pas, de celui qui tremble, de celui qui n'ose pas avancer parce qu'il ne trouve pas ses mots, de celui qui est timide. Vous voyez, qui est la risée de la cour d'école. Parce que si vous le dites à un élève de CM2, ben il va tout de suite dire, quoi, vas-y. Oui, comment faire pour dépotentialiser la force? C'est valoriser soi-même sa propre faiblesse. C'est-à-dire, non pas la valoriser au sens je suis fort d'être faible et je suis fier d'être faible, parce qu'on retombe dans la même... Mais simplement s'effacer, laisser la place, créer cette attirance pour que l'autre y vienne. Tu as la place, viens, je te la fais. Et aujourd'hui, effectivement, vous voyez, vous pouvez le traduire avec des problèmes politiques, des problèmes sociaux qui existent aujourd'hui, et la potence, non, c'est parce que je parle en italien, je pense en français, j'inverse, parce que je pensais, la traduction, je regrette énormément que le mot prépotence ait disparu du vocabulaire. Parce que la prépotenza, c'est l'arrogance, justement. Oui, c'est une puissance qui va au-delà de ce qu'elle pourrait faire. Alors déjà, aujourd'hui, on valorise toujours la force, et on valorise aussi la puissance. Vous voyez que toutes les réflexions d'aujourd'hui sur le transhumanisme, sur comment faire un homme plus fort, comment faire un homme qui ne vieillisse pas, comment faire un homme qui va être tout le temps puissant sexuellement, et qui va sauter plus haut, qui va lancer des trucs... Personne ne dit, mais comment faire pour faire un homme qui écoute davantage, qui soit plus faible, qui soit plus tremblant, qui puisse accueillir effectivement l'autre. Ça paraît être en dehors du souci de tout le monde. Et peut-être qu'il faudrait que la philosophie, justement, forte de l'enseignement des grands penseurs, qui étaient les penseurs de l'autre, les penseurs de l'altérité, aujourd'hui on sent qu'on est à des millions d'années-lumière quand même. Vu ce qui se passe politiquement en Europe, on se dit, oui, que l'autre il vienne avant moi, tiens, que l'autre s'en aille, quoi. Que l'autre il vienne m'envahir, qu'il parte, toute la place pour moi, aucune place pour l'autre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'affirmation de la préférabilité d'autrui est scandaleuse, elle est très difficile à supporter, parce que tout agit dans le sens contraire, dans une sorte de valorisation
j'occupe tout. Jean Kelevitch disait l'ego boursouflé, l'ego ventripotent qui occupe la salle de façon à ce que personne jamais ne rentre effectivement dans son ego. On peut imaginer ces sculptures de Botero, vous voyez, non, voilà, je maintiens là toute la place, personne ne rentre. Mais justement, il faut se faire fin, petit, rapetisser, trembler, et pouvoir dire sans honte, viens, viens, il y a la place, viens. C'est pas difficile de dire viens. Pourtant, des fois, c'est la chose la plus difficile du monde. Parce qu'il y a la crainte qu'en venant, il va m'éjecter, il va occuper toute ma place. Vous voyez comment on peut, par un philosophe qu'on ne qualifie pas de politique, Jean Kelevitch. Pourtant, si on appliquait ce qu'il dit du point de vue moral, on aurait aussi des applications politiques extrêmement fortes qui peuvent faire aujourd'hui. En tout cas, merci pour cette question, parce que ça m'a permis de préciser ce que j'entends, moi, par le rapetissement de soi et le fait de devenir plus accueillant, plus mince. Faisons des cures d'amaigrissement de nos égos. Ce n'est pas être humain que d'être égoïste. Ben pour moi, non. Pour moi, l'humanité, c'est la place de céder à l'autre. C'est ça qui fait l'humain. Parce qu'il ne faut pas confondre l'individualité et l'humanité. C'est-à-dire, ce qui fait de l'homme un humain, c'est qu'il laisse la place à l'autre. Parce que sinon, on n'aurait pas construit d'humanité. Si chacun avait pris des places en disant que nul n'entre ici parce que c'est à moi. Donc l'humanité, bon, l'inhumanité, c'est ça l'inhumanité. C'est de chercher toute sa place pour soi et ses semblables. Et ne laisser aucune place pour celui qui n'est pas semblable, qui est totalement différent, et qui, parce qu'il est différent, justement, a droit à encore une meilleure place, c'est-à-dire à une place entière que je vais lui laisser. Je me permets de contredire sur... Heureusement, parce que c'est... J'ai 16 ans, pas beaucoup d'expérience, et je ne connaissais pas je viens d'arriver, je ne sais pas du tout qui c'était, mais je contredis le fait qu'il faut annuler une part de notre ego pour aimer quelqu'un. Parce que moi, je pense... J'ai pas compris la fin. Pour aimer quelqu'un, Ouais. il faut annuler une part de son ego. Ouais. Voilà, c'est-à-dire, pour moi, l'homme, il fait tout pour soi-même, mais vraiment tout le temps pour soi-même. Et moi, j'ai pas eu beaucoup d'expérience, donc vous êtes tous adultes, des affranchis. Moi, j'ai... Voilà. Mais pour moi, même dans l'amour, l'homme ne peut pas porter la part dans son ego comme ça. Parce que nous, on nous aura toute notre vie, alors qu'une personne qu'on aime, elle peut très bien partir. Comment on fait à se retrouver nous après? C'est très joli et mignon, mais c'est une vraie préoccupation, quoi. Je veux dire, c'est une vraie... Malheureusement, je peux vous contredire aussi de façon un peu plus violente. Je veux dire, si tu fais tout pour toi, et je voudrais pas, parce qu'après ça contredit ce que je suis en train de dire, mais si tu fais tout pour toi, tu n'aimeras personne. Mais on peut vivre sans aimer personne, mais moins bien. Parce que s'aimer soi, c'est effectivement faire que même si on aime quelqu'un d'autre, on l'aime pour soi. C'est-à-dire, l'amour devient un moyen de valorisation de soi. Et des fois, c'est vrai, parce qu'on peut prendre une forme caricaturale. Peut-être, admettons que vous sortiez avec un joli garçon et que vous soyez fier parce qu'il est beau, parce que tout le monde vous regarde et vous envie. Donc là, vous n'aimez pas la personne. Vous aimez le fait, effectivement, que l'autre, il vous aime et que vos amis soient jalouses de vous. Donc si vous aimez, si vous faites tout pour vous, vous risquez de n'aimer personne. Ou d'aimer quelqu'un c'est-à-dire de faire que l'amour, il serve à quelque chose. Jean Kelevitch, il dit, l'amour, ça ne sert pas à mieux vivre. Ça ne sert pas à être mieux dans la vie. Ça ne sert pas à ce que mon cœur, il aille mieux. Si vous voulez que votre cœur aille mieux, allez chez le cardiologue. Si vous voulez faire ça, faites de la gym, faites de la course. L'amour, il ne sert à rien. Parce que la question servir, ce n'est pas une question qui est adaptée à l'amour. On peut le demander à quoi sert l'eau, à quoi sert l'ouvre-boîte. Ça sert à ouvrir les boîtes. Parce que c'est une question qui est adaptée à l'objet.
C'est comme pour la philosophie. Hein. Je pense que tous les élèves arrivent en terminale et disent à quoi ça sert la philosophie. Elle sert à rien. Parce que la question n'est pas adéquate à la philosophie. Ce n'est pas une question pour la philosophie. C'est une question pour les outils, mais pas pour la philosophie. Mais l'amour de même. L'amour, il sert à rien. Certains disent l'amour, oh je l'aime, ça me maintient jeune. Mais c'est horrible. Vous avez qu'à prendre des molécules, quoi. Mais si dans l'amour, dans une relation amoureuse, ça fait mal, est-ce qu'on va quand même rester avec cette personne Moi, je ne fais pas de consultation. Ça fait mal, tu te parles, tu fais ça pas toi. Je voudrais pas faire des consultations de psychologie amoureuse. Non, mais c'est très, très genre. Mais la souffrance, là, c'est assez extraordinaire de le dire, parce que la souffrance, elle fait partie de l'amour. Je n'ai jamais dit que le fait de rapetisser, de laisser la place à l'autre, ça, c'était agréable. Parfois, l'autre, il m'énerve, il m'agace, il me fait mal. Des fois, il me blesse. Ça fait partie de ce que j'appelais tout à l'heure la phénoménologie de la scène de ménage. Mais si vous l'aimez, ça ne fait qu'accentuer le fait de l'aimer davantage. C'est-à-dire, après avoir discuté, vous êtes envoyé des assiettes à la figure, ce que vous voudrez. Parce que l'amour, c'est pas non plus quelque chose de pacifique. C'est une vraie aventure, l'amour, au sens propre. C'est aller vers l'autre et vers le futur. Voilà, je crois qu'on me regarde et qu'on...